êtes député européen. Renaud Muselier, plus de 50 Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza. La situation vous préoccupe-t-elle? Craignez-vous, vous, une escalade? Oui. Lundi, c'est une mauvaise journée pour Israël. Monsieur Trump a mis en place son ambassade à Jérusalem. À côté de ça, il y a eu massacre, assassinat, lutte contre le terrorisme. Chacun mettra ses mots, mais en tout cas, plus de 56 morts en face. Je pense que c'est une très mauvaise démarche pour la situation internationale. Et en fait, donc de façon plus large, on peut se rendre compte que la position de M. Trump, hégémonique à travers le monde, nous met tous dans une situation difficile. Il renie ses alliances avec l'Europe, puisque même Mme Merkel nous explique que nous ne pouvons plus compter sur les Américains. Il se met dans une situation difficile avec ses voisins mexicains et le Sud-Américain. Parallèlement à ça, sur l'Asie ou l'Asie du Sud-Est, on est dans une situation très compliquée avec la Corée. Et sur tout le volet Irak, Iran, Syrie, on est dans une accumulation de choix stratégiques et politiques qui vont à l'encontre de ce qui se passait en son temps, avec une position française qui est plutôt pro-américaine, donc plutôt avec les Saoudiens, et qui, donc, on perd notre équilibre entre les Américains et les Russes dans cette partie du monde. Et donc, cette démarche politique de M. Trump, avec ce qui vient de se passer avec Jérusalem, m'inquiète beaucoup sur ce territoire et dans l'équilibre mondial. On va passer à la politique intérieure française avec les 1 an d'Édouard Philippe à Matignon, Ariane Mancini. Oui, qu'il a fêté hier. Édouard Philippe, Premier ministre issu de vos rangs. Renaud Muselier, est-il un bon Premier ministre? On va voir l'usage, mais en tout cas, quand on arrive après Monsieur Hollande, je veux dire Monsieur Valls. Oui, non, mais je parle du président de la République, parce que c'est quand même... Oui, mais c'est l'année aussi du président de la République. Donc, quand on arrive après Monsieur Hollande, on ne peut pas ne pas être bon. Tellement l'autre était mauvais. Bon. Et donc, de fait, le Premier ministre est aussi, par comparaison, bon. On va voir à l'usage, compte tenu de ce qu'ils ont commencé à faire, les résultats qu'on peut avoir dans notre pays. Moi, ce que je peux constater en tant que président de région, au-delà du fait que j'aime beaucoup ce garçon, qui est un garçon intelligent et travailleur et sérieux. À titre personnel. Donc, oui. Et puis, humainement, c'est un type sérieux, quoi. Donc, c'est quand même plus agréable de travailler avec des gens qui ne sont pas des menteurs qu'avec des gens qui le sont. Mais en ce qui concerne les résultats sur nos terrains, on a des vraies difficultés, nous, les présidents de région et les élus locaux, avec nos territoires. On va y revenir. On a une vraie difficulté là, donc je suis très partagé pour la suite. C'est un Premier ministre de droite, pour vous? Est-ce qu'il ne mène pas la politique avec Emmanuel Macron que grande partie des électeurs LR attendaient? Écoutez, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me déplaisent. Je ne sais plus très bien où est la droite ou la gauche dans cette histoire. Vous savez, mais en tant que député européen, je sais que finalement, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Sur la taxe d'habitation, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? C'est une promesse électorale, ils la tiennent. Combien ça va coûter, l'histoire à la sortie, et quelles sont les conséquences? Est-ce que quand ils nous punissent, nous, les régions, les départements et les villes, est-ce qu'il est de droite ou il est de gauche? En tout cas, il punit les territoires. Voilà, donc là-dedans, je suis... En tout cas, il mène une politique qui semble séduire vos électeurs, à la fois sur le fond et sur la forme, avec cette fermeté. Est-ce que du coup, Laurent Wauquiez ne se trompe pas de stratégie en se présentant comme un opposant, un premier opposant? C'est-à-dire que certains lui donnent sa chance, j'en fais partie, mais je suis avec Laurent Wauquiez. Laurent estime qu'il ne va pas réussir. Et donc, il l'annonce très clairement d'entrée. Qui aura raison à la sortie? Je pense que ça sera toujours un peu partagé. En tout cas, le Premier ministre essaye de bien faire. Il doit faire des erreurs, c'est incontestable. Vous savez, il n'a jamais été au gouvernement avant. Il se retrouve Premier ministre aujourd'hui. En tout cas, il le fait avec beaucoup de dignité et de talent. Parallèlement à ça, nous sommes dans l'opposition. Le débat démocratique est là pour exister. Mais je pense qu'il ne doit pas être systématique. Mais vous conseillez, Laurent Wauquiez, vous avez une opposition beaucoup moins frontale que lui à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe. Est-ce que cette opposition frontale, ce choix de ne faire aucune concession au gouvernement en place, est-ce que vous considérez que c'est la bonne stratégie? Vous l'êtes beaucoup moins, vous, dans vos positions. Moi, je suis pas... J'étais 20 ans parlementaire, j'étais 2 fois ministre. Je sais que c'est difficile d'être au gouvernement, il faut laisser le temps de faire les choses. Et j'ai bien vu aussi au Parlement européen que très souvent on peut trouver sur le plan continental des solutions
réunions avec des gens qui ne pensent pas la même chose, ceci pour l'intérêt général. Donc si j'ai un conseil à donner par exemple au président de la République ou à M. Wauquiez, c'est que dans le cadre de ce qui vient de se passer, dans le cadre des fichiers S, dans ce qu'on vient de vivre à Paris là, qu'il y ait une réunion, comme l'a proposé Laurent d'ailleurs, donc il lui tend la main, en disant voyons-nous tous les chefs de parti, travaillons ensemble de façon à ce qu'on ait une politique cohérente face au terrorisme. Donc il faut une union nationale sur ce sujet, c'est pas franchement ce que font les Républicains. Quand M. Wauquiez demande au président de la République qu'il reçoive tous les présidents de formations politiques, c'est une union nationale qui est proposée par M. Wauquiez, et en l'occurrence, le président de la République n'a pas répondu là. C'est Renaud Muselier, le président de la région Sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, député européen, ancien ministre, qui est notre invité politique ce matin. La réforme ferroviaire, Renaud Muselier, Emmanuel Macron poursuit donc son train des réformes. La réforme ferroviaire arrivera au Sénat le 29 mai prochain. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise réforme selon vous ? On parlait du Premier ministre tout à l'heure, voilà le prototype même du travail qui est tout à fait remarquable pour ma part avec Mme Borne. Hein. Nous, on a, dans notre région, avec les TER dont nous avons la responsabilité, le plus mauvais service SNCF de France. Ah bon. Donc, je sais que nous avons la capacité maintenant d'ouvrir. C'est dû. Alors, on ne sait jamais, en fait, qui c'est dû. C'est la réalité. C'est que la vétusté du réseau, peut-être. Oui, mais chaque fois, il y a toujours une explication pour expliquer que ce n'est pas leur faute, c'est la faute du voisin. Vous confirmez, Nicolas Gallet ? Donc, et il y a beaucoup de problèmes de retard. On a 80% de trains à l'heure, c'est-à-dire 20% de trains en retard. On a 10% de trains annulés. On a un jour sur 3 de grève. Bon, il y en a quand même des abonnés qui veulent prendre le train. Bon, ils n'arrivent pas à l'heure, les enfants n'arrivent pas à l'heure. Il y a des associations qui et donc, c'est globalement un service catastrophique. Alors, on n'a pas signé la convention à la SNCF, on a engagé un bras de fer à la SNCF, mais pas pour se battre à la SNCF. Nous on n'est pas pour la privatisation. Nous, on veut que pour les 370 millions que l'on donne à la SNCF, on ait un service en face. Mais du coup, vous avez lancé des appels d'offres pour ouvrir au privé les lignes gérées par la région. Est-ce que appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que comme la privatisation dans tous les cas de figure où l'appel à concurrence arrivera dans le cadre de l'Europe qui l'a imposé au niveau européen, et dont certains pays ont déjà commencé, on voit très bien que chez les Anglais, c'est un désastre, chez les Allemands, ça marche très bien, chez les Italiens, ça marche très bien, chez les Espagnols, c'est moyen. Donc, j'ai fait un appel à manifestation d'intérêt, j'ai une dizaine de candidatures qui sont manifestées, dont la filiale de SNCF, et la SNCF n'a pas répondu. Ce qui veut dire que quand même, il y a une espèce de double langage à l'intérieur de la SNCF, qui est très performante pour prendre des parts de marché en Allemagne, et qui n'arrive pas, par l'intermédiaire de sa filiale, et qui n'arrive pas à fournir un bon service chez nous. Avouez quand même que c'est impossible. Donc, la Madame Borne a fait du bon boulot, je la soutiens, et je suis un partisan de cette réforme acharnée. Est-ce que les syndicats de cheminots sont responsables, selon vous, début de semaine? Il y a eu des blocages à la gare Saint-Charles à Marseille, des blocages de voies et surtout des travailleurs non grévistes qui ont été empêchés de rentrer au sein de la gare. Je crois que ça vous a alors ça, c'est une dérive sociétale dans laquelle doit bien veiller M. Macron, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. On a le droit de manifester. On a le droit de faire la grève. On n'a pas le droit d'empêcher de travailler. On n'a pas le droit d'atteindre les libertés des autres. Voilà, c'est la liberté de vivre dans ce pays. C'est la liberté de respirer, de pouvoir s'exprimer. On a cette chance unique. Alors, il n'y en a pas quelques-uns, une minorité, qu'elle soit pilotée par les Black Blocs, par des gens qui sont des extrémistes, qui sont des étudiants qui veulent bloquer les autres étudiants, sous prétexte que cette minorité agissante est très organisée, veulent bloquer la majorité des gens qui veulent travailler ou qui veulent passer leurs examens. Donc ça, c'est une vraie dérive sociétale qui est très importante, qui est l'atteinte à nos libertés. Donc liberté de grève, oui, mais interdiction absolue de gêner la vie des autres. Un mot de la réforme de l'apprentissage, Renaud Muselier. Vous avez pris des décisions fortes parce que cette réforme ne vous convient pas, enfin en tout cas le projet de réforme. Vous avez suspendu les investissements, je crois que c'est 120 ou 130 millions d'euros en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez rencontré la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Apparemment, vous êtes sorti satisfait de cette réunion. Elle vous a donné des garanties. Vous l'avez senti à l'écoute. Il y a une question de revenus, de taxes professionnelles. Dans cette réforme, la totalité des présidents de région sont opposés à la réforme. Oui, il y a une sur la question. C'est une recentralisation, c'est la volonté de l'État de nous priver de nos fonctions, de nous laisser des charges complémentaires, de nous priver de nos moyens financiers, en même temps de nous lancer les charges. Dites-moi, on n'est pas le tiroir caisse de l'État, nous. On a des responsabilités, on les paye. On n'a pas les responsabilités, on ne les paye pas, c'est eux qui les payent. Bon. Dans ma région, donc ça c'est au niveau national. Au niveau local, c'est-à-dire dans ma région, j'ai grosso modo, j'ai 63 CFA. Je fais la projection de mes CFA, j'en ai 33 en danger. J'en ai 33 en danger si la loi est appliquée. Donc je regarde ça et je commence à manifester mon courroux. Alors chacun le fait à sa manière. Moi, je le fais de façon... Au moins, on comprend quand je m'exprime. Puis visiblement, ça a marché, elle vous a reçu. Et donc, avec Mme Pénicaud, nous avons eu quelques mots aimables l'un vers l'autre. Et j'ai été très surpris dans ses réponses qu'elle me faisait
où je l'avais attaqué très clairement, qu'elle me donnait des résultats qui ne correspondaient pas à mes chiffres. Donc nous nous sommes vus. Il y a le dialogue qui compte. Et dans le dialogue, je lui ai sorti mes chiffres, elle m'a sorti les siens, mais ce n'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire, moi, j'en ai 33 en danger, elle me dit qu'il n'y en a que 3 et que même ces 3-là seront compensés dans le cadre de la réforme. J'ai dit, écoutez, puisque de toute façon, je suis sur une position, vous dans une autre, vous m'envoyez vos experts, on compare nos chiffres et on se fait nos projections et on verra ce qu'il en sortira. C'est pour ça que je suis sorti plutôt content. Parce que moi, ce que je veux, c'est que, comme elle, que l'apprentissage fonctionne. Je me suis fixé comme objectif d'avoir 50 000 apprentis d'ici à la fin du mandat. On est passé de 28 000 à 32 000 en moins de 2 ans et on se retrouve dans une situation où il me casse les reins. Ben, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Sur la réforme de la taxe d'habitation, promesse d'Emmanuel Macron de supprimer cette taxe d'habitation, ça coûtera finalement 26 milliards d'euros selon un rapport parlementaire, au lieu des 10 prévus au début. Est-ce que c'était une promesse de campagne mal préparée et qui va payer? Alors ça c'est la magie Macron. Donc quel lapin va sortir du chapeau? Il a sorti dans la cadre de la campagne électorale quelque chose qui plaît démagogique. Qui modifie la totalité des structures financières de nos territoires, qui l'a fait élire, peut-être en partie aussi parce que c'est quelque chose qui marchait très bien dans le cadre de la campagne électorale, et qu'il veut appliquer. Eh bien, je veux bien savoir comment il va faire, parce qu'apparemment c'est impossible à financer. Et donc il est dans une situation d'une impasse totale, et comme à la sortie il va bien falloir passer à la caisse, qui va passer à la caisse? Qui compte pas sur les territoires pour le faire? Alors, comme il le fait depuis le départ. Il parle d'une réforme de la fiscalité locale. Est-ce que vous l'espérez ou est-ce que vous la redoutez, cette réforme? Chez eux, je redoute tout quand même, hein, sur le plan financier. Je redoute tout pour une raison très simple, c'est que on assiste avec M. Macron à une recentralisation de la totalité des décisions du pouvoir. Ce que je comprends assez bien, finalement. Il a été élu sur son nom, il n'avait pas de parti, il n'a pas de famille politique, il a des parlementaires qui sont inexpérimentés, il a un gouvernement qui est globalement transparent, sauf 4 ou 5 personnalités. Donc il recentralise tout, et il ne veut en aucun cas s'appuyer sur les territoires. Les régions qui lui ont tendu la main n'ont jamais eu la main serrée. Juste pour finir sur les régions, avant de passer à Marseille, est-ce que vous nous confirmez que vous prendrez la succession d'Hervé Morin à la tête des régions de France en juin 2019 ? Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. J'ai confiance dans mon ami Hervé. On verra ça plus tard. Ce qui est important, c'est que les régions s'entendent bien, qu'on travaille tous ensemble. Et il est clair aujourd'hui, de toute façon, que ça soit la droite, la gauche, les indépendants, les autonomistes, les indépendantistes, on est tous dans la même logique et on a un vrai problème avec l'État central. Marseille, pour ou contre la fusion entre le département et la métropole ? Moi, j'ai toujours été pour le Grand Marseille. Moi, je suis un garçon qui déteste les murs. Et je pense que de toute façon, l'addition des structures ou des piles structurelles administratives sont une erreur folle. Alors je suis pour une grande métropole, une grande ville de dimension européenne. Donc cette fusion me va très bien. Mais ne nous trompons pas, c'est pas pour ajouter une couche, c'est vraiment pour laisser les territoires vivre. La ville d'Arles, le territoire arlésien n'a rien à voir avec la Ciotat. Et donc on voit très bien qu'il y a des différences et que la proximité et la vivacité du terrain sur la proximité doit être maintenue. Et la question, Nicolas Gallup. La mairie de Marseille. Voilà. Est-ce que vous serez candidat à la succession de Jean-Claude Gaudin? Mais alors, je me pose la question, parce que je m'attendais à ce qu'on me pose la question, et puis j'ai réfléchi un peu en me disant, mais... Attention, c'est sur Azur TV à partir de 21h. Est-ce que vous posez la question à Mme Pécresse, savoir si elle est candidate à Paris? Est-ce que vous posez la question à M. Wauquiez pour savoir si elle est candidat à Lyon? Oui. Donc moi, vous me posez la question à moi pour savoir. Je vous rassure, on leur pose la question. Je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à 2021. C'est ambition parce que les sondages montrent que vous êtes le mieux placé. La réalité, c'est ça. Le sondage qui a été fait permet de remettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire, dans le sondage, je suis à 26. Monsieur Mélenchon, qui est à 21, et Monsieur Castaner est à 20. Voilà. Alors, c'est pas dire que le sondage, c'est 2 heures avant. Mais ce qui veut dire que les Républicains, puisque mes amis qui ont été sondés aussi, sont à 24. Donc, les Républicains sont entre 24 et 26. Mais celui qui fait le plus gros écart, c'est moi. Mais c'est pas pour ça que je suis candidat. Est-ce que vous avez pris votre décision? Non, j'ai pas pris ma décision. Ma décision, c'est de rester président de la région. Ce soir à Lyon a lieu la finale de l'Europa League entre l'OM et l'Atlético Madrid. On ne va pas vous demander pour qui vous êtes quand même. Il n'y a pas trop de suspense. Allez Marseille, vive la France. D'accord. Vous craignez des débordements possibles? Est-ce que... Vous savez, les supporters marseillais font beaucoup de bruit, sont des vrais supporters. J'espère qu'il n'y aura pas d'embuscade de Lyonnais, surtout. Voilà. Mais sinon, vous appelez les supporters marseillais au calme? Non, au contraire. Au contraire. Pas dans les tribunes. J'appelle les supporters marseillais à faire du bruit, de l'enthousiasme, de la vivacité en permanence. Merci. Après, hier soir, ça s'est déjà bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Non, mais il y a un gros dispositif policier. Non, mais on n'a pas besoin de la police, nous, vous savez, on n'est pas les supporters de notre club.